As-tu déjà eu l'impression que ta vie t'échappe tandis que le monde te tire dans 1000 directions? Peu importe à quel point tu essaies de t'organiser, il y a toujours quelque chose qui te ramène au chaos. Tu te réveilles fatigué, tu fais ce que tu dois faire sans envie, tu passes la journée à réagir à tout et à tous, et tu finis épuisé, frustré, avec le sentiment de ne pas avancer. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu te résignes. Tu vis en pilote automatique, comme si tu n'avais pas d'autre choix. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas ta vraie vie. C'est une version minimale, éteinte, contrôlée par l'extérieur. Et jusqu'à ce que tu prennes le contrôle, personne ne le fera pour toi. Ni le temps, ni la chance, ni les autres, seulement toi. Transformer ta vie n'est pas une jolie phrase, c'est une guerre. Et cette guerre se livre tous les jours dans les détails que tu ignores. Ce que tu fais en te réveillant, ce que tu manges, ce que tu penses, comment tu parles, comment tu réagis, qui tu écoutes et surtout à quoi tu prêtes attention. Il ne s'agit pas de te motiver un jour et d'oublier tout le lendemain. Il s'agit de te construire de l'intérieur vers l'extérieur, avec ordre, avec un but et avec force. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 leçons qui ne sont pas de la théorie vide. Ce sont des outils stoïciens et pratiques pour vraiment transformer ta vie. Si tu les appliques, non pas demain, non pas quand tu auras le temps, mais maintenant, tu vas reprendre le contrôle, sortir du chaos et commencer à vivre avec intention. Mais n'attends pas que ce soit confortable, attends que ce soit nécessaire. Reprends le contrôle de tes heures. Imagine que chaque jour, on te donne un coffre avec 24 clés. Elles sont à toi, complètement à toi, mais si tu ne les utilises pas avec intention, quelqu'un d'autre viendra et les emportera sans que tu t'en rendes compte. Les réseaux sociaux, les excuses, les tâches en attente des autres, les pensées qui ne construisent pas, tout cela est à l'affût, attendant de te voler ses clés. Et quand la nuit arrive, tu te rends compte que le coffre est vide et tu n'as aucune idée de où sont passées les heures. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et chaque fois que tu donnes ton temps sans réfléchir, tu donnes ta vie en petites parties, presque invisibles, mais constantes. Le temps ne se perd pas d'un coup, il se gaspille minute par minute dans de petites décisions qui semblent inoffensives. Tu ouvres ton portable pour 5 minutes et tu finis piégé pendant 1 heure. Tu dis oui à un engagement qui ne t'apporte rien par peur de mal paraître. Tu te lèves tard parce que tu penses que tu mérites de te reposer, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin est une routine avec un but. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu vis selon l'emploi du temps de tout le monde, sauf le tien. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la vie était trop courte pour permettre à quelqu'un d'autre de gérer leur temps. Épictète disait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela commence par reprendre le contrôle de tes jours. Parce que si tu ne peux pas contrôler comment tu utilises tes heures, tu ne pourras rien contrôler d'autre. Tu ne peux pas espérer avoir une clarté mentale, une discipline ou une paix, si dès que tu te réveilles, tu cours après tout ce que tu n'as pas choisi consciemment. La solution n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Commence par créer des blocs de temps sacrés, des horaires que personne ne peut toucher. Consacre la première heure de la journée à toi, pas au monde. Définis tes 3 vraies priorités et tiens bon. Supprime les notifications qui interrompent ton focus. Apprends à dire non sans te sentir coupable. Et surtout, arrête de justifier le chaos par la phrase « je n'ai pas le temps ». Parce que ce que tu n'as pas, c'est une direction. Le temps est là, nous le recevons tous de manière égale. La différence réside dans ce que tu décides d'en faire. Et oui, au début ça dérange, parce que rompre avec les vieilles habitudes dérange toujours. Mais ce malaise est le prix à payer pour reprendre le contrôle. Tu n'es pas obligé d'être l'esclave de l'horloge, des messages, ni de la pression constante. Tu es libre, mais seulement si tu t'entraînes pour l'être. Le contrôle de ton temps est la première étape pour construire la vie que tu veux, parce que chaque habitude qui compte, chaque objectif qui te transforme, chaque changement que tu désires, commence par une simple décision: devenir le maître de tes heures. Si tu ne gouvernes pas tes jours, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne n'a pas tes intérêts à cœur. Alors arrête-toi, vérifie ton emploi du temps,
ta routine, tes matins, tes nuits, et demande-toi avec une brutalité honnête, à qui appartiennent mes heures? Si la réponse n'est pas toi, il est temps de changer cela maintenant. Parce que celui qui contrôle son temps, contrôle sa vie. Et celui qui ne le fait pas, finit par vivre celle des autres. 2. Élève ta vie à partir de tes habitudes quotidiennes. Ta vie est comme une maison construite brique par brique. Chaque jour, tu en poses une nouvelle, même si tu ne le remarques pas. La question est, construis-tu une forteresse ou une prison? Chaque habitude est une brique qui s'empile sur la précédente. Si chaque matin tu te lèves tard, tu repousses des décisions, tu manges sans réfléchir et tu perds du temps en distraction. Tu construis une structure faible, instable, une vie sans fondation. Mais si tu commences la journée avec intention, si tu décides d'agir avec clarté et répètes des comportements qui te renforcent, alors tu construis une base solide, ferme, inébranlable. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir du petit. Ils croient que les grands changements viennent avec des décisions drastiques, avec des virages à 180 degrés, alors qu'en réalité, tout changement réel commence par des actions minimales répétées avec discipline. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires avec une constance brutale. Parce que ce que tu fais quotidiennement te façonne beaucoup plus que ce que tu fais de temps en temps. Tes habitudes t'entraînent pour le meilleur ou pour le pire. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme une forme de libération. Pour eux, il n'y avait pas de véritable liberté sans discipline. Tu ne peux pas espérer une vie différente si tu maintiens les mêmes rituels vides qui t'ont déjà stagné. Chaque habitude est une déclaration silencieuse de qui tu décides d'être. Et si tes routines actuelles ne reflètent pas la personne que tu veux devenir, alors il est temps de les réformer, sans excuse, sans chercher le moment parfait. Le moment est maintenant. Commence par t'observer avec honnêteté. Que fais-tu dès que tu te réveilles? Que consommes-tu quand tu es seul? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit et ton corps? Quelles décisions répètes-tu sans réfléchir? Tu dois être brutalement conscient de tes schémas. Ensuite, choisis de remplacer ce qui t'affaiblit par des actions qui t'élèvent, sans chercher la perfection, mais le progrès. Crée des rituels qui te maintiennent concentré, des habitudes si claires qu'elles ne dépendent pas de ta motivation. Parce que lorsque ton environnement et ta routine travaillent en ta faveur, la discipline devient ton allié et non une torture. Fais de tes matins un terrain d'entraînement pour ton esprit. Fais de tes nuits une clôture intentionnelle, pas une évasion. Mets des limites à ce qui te draine et ouvre de l'espace à ce qui te construit. Mange avec conscience, bouge avec décision, agis avec un but. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite, mais d'avoir une routine alignée avec la vie que tu veux vivre. Tes habitudes sont comme des racines invisibles. On ne les voit pas, mais elles soutiennent tout ce que tu es. Et oui, au début c'est difficile. Changer les habitudes est inconfortable et ton esprit va résister. Mais l'inconfort est un signe de transformation. Personne ne se renforce en restant confortable. Seuls ceux qui traversent la friction, ceux qui imposent une structure même quand ils n'en ont pas envie, sont ceux qui finissent par élever leur vie. La clé n'est pas de te motiver chaque jour, mais de créer des systèmes qui fonctionnent même quand tu ne l'es pas. Alors, regarde-toi sérieusement. Demande-toi si ce que tu fais tous les jours te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux. Parce qu'à la fin, ton destin n'est pas dans ce que tu rêves, il est dans ce que tu fais. Et si tu changes tes habitudes, tu changes ta direction. Élève ta vie à partir de ce que tu fais quand personne ne te voit, à partir de ce que tu répètes chaque jour, sans applaudissements ni reconnaissance. C'est là que commence le véritable changement. C'est là que tu te construis ou te détruis. 3. Transforme ton chaos extérieur en clarté intérieure. Ton esprit est comme une pièce sombre. Si l'espace autour de toi est rempli de bruit, de désordre et de stimuli sans sens, c'est comme si cette pièce était encombrée de meubles cassés, de boîtes empilées et d'objets inutiles. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas penser et encore moins voir clairement.
Chaque chose que tu as déplacée, chaque engagement inutile, chaque écran allumé toute la journée est une nouvelle distraction qui te pousse au bord de l'effondrement. Le chaos extérieur ne te stresse pas seulement, il te consume de l'intérieur. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton environnement, ton esprit en paiera le prix. Nous vivons entourés d'excès, des choses que nous n'utilisons pas, des conversations qui ne nous nourrissent pas, des activités que nous n'avons pas choisies, des pensées que nous ne contrôlons pas. Et même si tu ne t'en rends pas compte, tout cela pèse. Ça pèse sur tes épaules, sur ton énergie, sur ta capacité à penser clairement. Quand ton environnement est saturé, ton esprit passe en mode survie. Il commence à réagir au lieu de décider. Il se disperse, se frustre, s'affaiblit. Tu ne peux pas construire une vie puissante à partir d'un environnement plein de bruit. Les stoïciens comprenaient que le contrôle commence par ce qui t'entoure. Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux décider ce que tu laisses entrer dans ton espace. Marc Aurèle, entouré de guerre et de chaos, cherchait la tranquillité non pas en fuyant, mais en éliminant l'inutile. La clarté n'apparaît pas par magie, elle se crée. Elle se construit avec des choix fermes. Élimine ce qui ne te sert pas, ce qui n'ajoute pas, ce qui occupe seulement un espace physique ou mental. Apprends à simplifier. Commence par le tangible. Nettoie ta chambre, organise ton espace de travail, révise ce que tu as et combien tu en as besoin. Ce que tu n'utilises pas, ce qui n'apporte pas, doit partir. Passe ensuite au numérique. Épure ton téléphone portable, tes réseaux, tes mails. Chaque clic inutile est une fuite d'attention. Ensuite, examine tes relations. Il y a des personnes qui n'apportent que du bruit, du drame et de l'énergie contaminée. Mets de la distance, si nécessaire. Entoure-toi de silence, de structure, d'air. Crée un environnement qui te soutient, pas qui te tire vers le bas. Mais il ne s'agit pas seulement du désordre matériel. Il faut aussi nettoyer à l'intérieur. Observe tes pensées répétitives, celles qui tournent en rond, celles qui te privent de paix sans te donner de réponse. Apprends à identifier ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Élimine le besoin d'avoir tout clair tout le temps. La clarté n'est pas toujours d'avoir toutes les réponses. Parfois, c'est simplement d'avoir éliminé tout ce qui gêne. Parce que lorsque tu enlèves le bruit, l'essentiel s'entend plus fort. Transformer le chaos n'est pas un acte d'un seul jour. C'est une pratique constante. Et oui, il peut être douloureux de se débarrasser de choses, de personnes, d'idées que tu as portées avec toi pendant des années. Mais si tu ne lâches pas ce qui pèse, tu ne pourras jamais avancer légèrement. Il ne s'agit pas d'avoir une vie vide, mais une vie intentionnelle, où chaque objet, chaque personne, chaque pensée a un but. Le simple n'est pas pauvre, c'est puissant. L'ordonné n'est pas rigide, c'est de la fermeté. Et tu as besoin de fermeté si tu veux de la clarté. Alors regarde autour de toi, et puis regarde à l'intérieur de toi. Demande-toi, qu'est-ce que je dois lâcher aujourd'hui pour penser mieux, pour décider plus fermement, pour respirer sans tant de poids? L'ordre extérieur crée l'espace où l'esprit peut se calmer. Et un esprit calme peut prendre des décisions qui changent ta vie. Fais du nettoyage, fais de la place, fais du silence. La clarté que tu cherches n'est pas perdue, elle est enterrée sous tout ce dont tu n'as plus besoin. 4. Sois maître de ta réaction, pas son esclave. Ton esprit est comme un volant. Il peut tourner dans la direction que tu choisis ou il peut se lâcher au milieu du trafic émotionnel et heurter n'importe quoi. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, c'est comme si tu lâchais ce volant et attendais que la voiture se conduise toute seule. Le problème, c'est qu'elle ne va presque jamais là où tu veux. Elle va droit vers la colère, l'anxiété, le ressentiment, la culpabilité. Et le pire, c'est qu'ensuite tu finis par justifier cette perte de contrôle, comme si elle faisait partie de ta personnalité. C'est comme ça que je suis, dis-tu. Mais non, c'est ainsi que tu as pris l'habitude de réagir. Et cette habitude peut être brisée. Être maître de ta réaction ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie avoir du pouvoir. Pouvoir sur toi-même, sur ton énergie, sur tes décisions. Parce que chaque fois que tu perds le contrôle à cause de ce que quelqu'un dit ou fait, tu donnes ton pouvoir.
Tu permets à quelque chose d'extérieur de dicter ton état intérieur. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage émotionnel. Et celui qui vit ainsi vit coincé dans un jeu sans fin où tout dépend de ce que font les autres. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles comment tu réagis. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. C'est la clé. Ton interprétation crée ta réaction. Si tu changes la façon dont tu vois les choses, tu changes la façon dont tu réagis. Mais cela ne se fait pas par magie. Cela se fait lorsque tu entraînes ton esprit à observer avant d'agir, à respirer avant d'exploser, à choisir avant de te laisser emporter par l'impulsion. La prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Fais une pause, observe, ressens l'inconfort mais ne le nourris pas. Ne prends pas de décision avec l'esprit agité. Ne parle pas avec la bouche pleine de rage. Apprends à garder le silence quand tout en toi crie, parce que cette seconde de maîtrise de soi vaut plus que 1000 excuses après. Et si tu échoues, ne te punis pas. Apprends. Demande-toi ce qui a déclenché cette réaction, ce que tu peux faire différemment la prochaine fois. Cette autoconscience est plus précieuse que n'importe quelle excuse vide. Maîtriser ta réaction n'est pas te réprimer, c'est diriger ta force. Tu peux être intense, passionné, direct, mais sans perdre le contrôle. La colère peut être utile si elle se transforme en action juste. La tristesse peut être puissante si elle est canalisée vers la compréhension. Tout ce que tu ressens a sa place, mais cela ne doit pas te gouverner. Tu décides si tes émotions sont des outils ou des chaînes. Et oui, c'est difficile, parce que tu as passé des années à réagir par impulsion. Parce que ton environnement t'a appris que l'explosion est synonyme d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. La véritable authenticité réside dans l'action depuis ton centre, pas depuis tes blessures. Depuis ton pouvoir, pas depuis ton désordre. Alors commence aujourd'hui. Chaque fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un veut te sortir de ton équilibre, rappelle-toi, tu as le volant. Tu peux tourner vers le chaos ou vers le calme. Vers la réaction automatique ou vers la réponse consciente. Tu n'es pas un esclave de ce que tu ressens, tu en es le maître. Mais cette maîtrise ne se donne pas, elle se construit. Et si tu la construis, tu verras comment tout change. Parce que celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. Et ce n'est pas une exagération, c'est une vérité que peu osent vivre. 5. Fais de ton corps ton temple et ton moteur. Imagine qu'on te donne une machine capable de t'emmener aussi loin que tu le souhaites, aussi vite que tu oses. Cette machine est résistante, adaptable et puissante, mais aussi fragile si tu ne la prends pas soin. Maintenant, imagine que, au lieu de la maintenir avec du carburant propre, tu la remplis de déchets, tu la surcharges, tu l'ignores ou tu l'utilises mal. Elle ne durerait pas longtemps. Ton corps est cette machine. Et au-delà de l'esthétique, au-delà du miroir, ton corps est le véhicule qui te permet de vivre avec force ou de te traîner dans la vie avec une fatigue constante. C'est ton temple et ton moteur, mais tu dois le traiter comme tel. La plupart des gens vivent déconnectés de leur corps. Ils ne lui prêtent attention que lorsque quelque chose fait mal, lorsqu'ils sont déjà épuisés, lorsque l'anxiété commence à déborder ou lorsque l'insomnie devient normale. Mais le corps parle toujours. Le problème est que personne n'écoute. Ils se nourrissent sans réfléchir. Ils ne bougent que si c'est obligatoire. Ils dorment peu. Ils consomment toutes sortes de stimuli sans filtre. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'énergie, de clarté ou de motivation. La réponse se trouve dans ce que tu fais tous les jours avec ce corps que tu dis vouloir, mais que tu maltraites avec tes habitudes. Les stoïciens comprenaient que le corps n'était pas un caprice de l'ego, mais un outil fondamental de l'âme. Sénèque disait que l'âme a besoin d'un corps fort pour s'exprimer librement. Et il avait raison. Parce que si ton corps est faible, enflammé ou plein de stress accumulé, ton esprit ne peut pas fonctionner clairement. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la perfection physique, il s'agit de respect de soi. De comprendre que bouger, bien manger et se reposer n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est de l'autocontrôle.
c'est de l'amour de soi en action. Commence par bouger tous les jours, même si ce n'est que 30 minutes. Ton corps a été fait pour bouger, pas pour rester assis devant un écran toute la journée. Fais de l'exercice non seulement pour te voir mieux, mais aussi pour penser mieux, pour te sentir plus fort, plus éveillé, plus présent. Ensuite, nettoie ton alimentation. Mange comme quelqu'un qui se respecte, pas comme quelqu'un qui se sabote. Il ne s'agit pas de restrictions extrêmes, mais de conscience. Ce qui entre dans ton corps affecte comment tu vis. Priorise aussi le repos. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Si tu ne dors pas bien, tout dans ta vie devient désordonné. Et si maintenant tu es loin d'avoir un corps fort ou sain, ne te punis pas. Il ne s'agit pas de te juger, il s'agit de prendre la responsabilité. Commence par un changement, un seul, et répète-le, faisant une partie de ton identité. Le corps ne change pas avec des excuses, il change avec l'action. Et tu n'as pas besoin de motivation constante, tu as besoin de décision. Chaque jour que tu choisis de bouger, de bien te reposer et de te nourrir avec intention, tu affirmes qui tu es. Tu dis « Je suis aux commandes ». Parce que tu ne peux pas vivre une vie forte dans un corps faible. Tu ne peux pas garder un esprit clair si ton système est enflammé par le stress, la mauvaise nourriture et le manque de mouvement. Tu ne peux pas affronter les défis réels si tu es épuisé tout le temps. Le corps n'est pas un accessoire, c'est ton allié le plus proche. Et plus tu le traites bien, plus tu pourras aller loin. Alors, regarde-toi dans le miroir et arrête de chercher l'approbation externe. Cherche la connexion avec toi-même. Entraîne-toi par respect, pas par punition. Prends soin de ton corps comme tu prendrais soin de l'outil le plus précieux du monde. Parce que c'est ce qu'il est, c'est le temple où vit ta force, ta clarté, ta détermination. Et c'est le moteur qui, bien réglé, peut t'emmener à n'importe quelle destination que tu te proposes. 6. Libère-toi du stress en maîtrisant ton argent. Ton argent est comme une rivière. S'il coule avec direction, il irrigue ta vie, nourrit tes objectifs et te donne de la tranquillité. Mais si tu ne le contrôles pas, il déborde, balaye ta paix mentale et te noie dans des soucis constants. Beaucoup sont piégés non pas par manque de revenus, mais par manque de contrôle. Ils ne savent pas où va l'argent, ils ne sentent que sa disparition. Et avec lui, disparaît aussi la tranquillité. Le problème n'est pas seulement économique, il est mental. Parce que lorsque tu n'as pas le contrôle de ton argent, tu n'as pas non plus le contrôle de ton esprit. Tu vis stressé, accablé, toujours avec le sentiment de courir après quelque chose que tu n'atteins jamais. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la liberté. Et la liberté est essentielle pour penser, décider et agir à partir de ton véritable pouvoir. Si tu es constamment en train d'éteindre des incendies financiers, tu ne peux pas te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas construire de discipline si tu es tout le temps préoccupé par la fin du mois. Tu ne peux pas entraîner ton esprit si tu es constamment sous pression à cause des dettes, des dépenses inutiles et du désordre. Le chaos financier devient un chaos émotionnel. Et si tu ne prends pas le contrôle, il devient une chaîne que tu traînes tous les jours. Les stoïciens parlaient du détachement des richesses, mais aussi de l'importance de la prudence. Il ne s'agit pas d'être obsédé par l'argent, mais d'être sage avec lui. Le contrôle financier est une autre forme d'autodiscipline. Savoir ce que tu dépenses, pourquoi tu le fais et si cela te rapproche ou t'éloigne de ton but. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour vivre en paix. Tu as besoin d'ordre. Tu as besoin d'arrêter de dépenser impulsivement, d'arrêter d'acheter pour combler des vides, d'arrêter de prétendre à un style de vie que tu ne peux pas soutenir. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'esclavage déguisé en apparence. Commence par regarder ta réalité en face. Où dépenses-tu? Quelles dépenses peux-tu réduire? Quelles habitudes te coulent petit à petit? Peut-être que tu ne peux pas changer tes revenus immédiatement, mais tu peux changer ton comportement. Fais un budget, tiens un contrôle quotidien, même s'il est sur papier. Sépare tes priorités. Économise même une petite partie. Ne le fais pas par peur, fais-le par respect pour toi-même. Parce que chaque euro que tu gères consciemment te donne plus de force.
Et chaque euro que tu gaspilles est de l'énergie qui s'échappe. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer. Tu as besoin de faire plus avec ce que tu as déjà. La paix financière n'arrive pas quand tu gagnes une fortune. Elle arrive quand tu sais exactement quoi faire avec ce que tu gagnes. Et quand cela se produit, la peur disparaît, le stress disparaît, une nouvelle sécurité, une nouvelle clarté apparaissent. Tu peux te concentrer, tu peux planifier, tu peux grandir, pas à partir de la pénurie, mais à partir de la maîtrise. Le stress économique n'est pas seulement une conséquence externe, c'est un signal que tu as besoin de prendre le contrôle. Ne fuis pas l'argent, affronte-le. Apprends, éduque-toi, brise les schémas familiaux si nécessaire. Et comprends que chaque achat que tu fais est un vote pour la personne que tu choisis d'être. Tu peux vivre à la dérive, dépenser sans direction, ou tu peux vivre avec structure, en utilisant l'argent comme un outil, pas comme un fardeau. Prends le commandement. Coupe les dépenses inutiles. Renonce à l'apparence. Choisis la liberté, parce que quand tu maîtrises ton argent, tu récupères du temps, de l'énergie et de la concentration. Et avec cela, tu peux construire n'importe quelle vie que tu te proposes. Mais tout commence par une décision simple et puissante. Arrêter de réagir et commencer à diriger. 7. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut. Tu es comme une torche allumée. Tu peux éclairer, tu peux avancer, tu peux résister au vent. Mais si tu t'entoures de personnes qui ne font que souffler sur toi avec des doutes, des critiques vides et de l'énergie négative, cette flamme commence à s'éteindre sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas qu'elle s'éteint d'un coup, c'est une usure lente. Petit à petit, tu arrêtes de croire, tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes d'essayer. Les gens qui t'entourent ont un poids brutal sur ta mentalité, sur ton approche et sur ta croissance. Parfois, ce qui te bloque n'est pas ton manque de talent. C'est l'environnement dans lequel tu te décomposes sans t'en rendre compte. Beaucoup vivent entourés de personnes qui n'apportent rien, qui critiquent, qui se plaignent, qui se moquent de toute tentative de dépassement. Ils vivent piégés dans des cercles où l'effort est ridiculisé et le conformisme est applaudi, où grandir est vu comme une trahison, comme de l'arrogance, comme quelque chose d'inconfortable. Et si tu n'as pas de clarté, si tu n'as pas de force intérieure, tu finis par absorber cette mentalité médiocre. Tu finis par croire que vouloir plus est mal, que te pousser est exagéré, que être discipliné est pour les fanatiques. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour les gens qui prennent leur vie au sérieux. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous entourer de ceux qui nous renforcent, de ceux qui nous rendent meilleurs. Sénèque disait que nous devons rester près de ceux dont la présence nous élève. Parce que ce que tu entends tous les jours, ce que tu vois, ce que tu absorbes, finit par faire partie de ton dialogue interne. Si tu es entouré de plaintes, ton esprit s'entraîne à se plaindre. Si tu es entouré de plaintes déguisées en humour, ton esprit normalise la médiocrité. Mais si tu t'entoures de discipline, de clarté et d'ambition saine, ton esprit s'adapte à ce niveau. Il ne s'agit pas de couper avec tout le monde d'un coup, mais bien de faire une épuration honnête. Demande-toi qui t'apporte et qui te draine, qui t'inspire et qui te sabote. Et je ne parle pas seulement d'ennemis. Parfois, ceux qui te bloquent le plus sont les plus proches. Non pas par méchanceté, mais par habitude, par peur, par insécurité. Mais tu n'as pas à vivre enchaîné à l'histoire des autres. Tu peux écrire la tienne, même si cela dérange les autres. Commence à chercher de nouveaux environnements. Lis des personnes qui pensent plus haut. Écoute des voix qui te défient. Passe du temps avec ceux qui sont déjà sur le chemin que tu veux emprunter. Et si tu ne les as pas près de toi, ne trouve pas d'excuses. Aujourd'hui, tu as accès à des livres, à du contenu, à des communautés où la croissance n'est pas une rareté, mais une norme. Tu n'as pas à rester où tu es juste parce que tu as commencé là. Et prends aussi la responsabilité de ce que tu apportes. Ne sois pas celui qui critique, celui qui freine, celui qui projette sa peur sur les autres. Sois celui qui pousse, celui qui inspire, celui qui élève. Parce que quand tu changes, tu élèves aussi le niveau de ceux qui t'entourent. Ou tu les éloignes, et c'est bien. Parce que tout le monde n'est pas prêt à grandir. Mais toi, tu l'es. Et si tu l'es,
Ne te permets pas de rester coincé dans un environnement qui étouffe ton potentiel. Entoure-toi de feu, pas de fumée, de personnes qui te défient, pas qui te flattent, de gens qui parlent d'idées, pas d'excuses. Parce que grandir fait mal, oui, mais ça fait plus mal de vivre entouré de ceux qui ne veulent pas que tu le fasses. Protège-toi, choisis bien, parce que parfois, pour décoller, il faut d'abord lâcher le poids qui t'empêche de voler. 8. Fais en sorte que la technologie travaille pour toi, pas contre toi. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y sèmes, y pousse. Mais si tu permets à la technologie d'agir comme un essaim d'insectes bruyants et incontrôlables, ce jardin se remplit rapidement de mauvaises herbes, de bruits, d'interférences qui t'empêchent de penser, de respirer, de te concentrer. Le problème n'est pas la technologie, le problème est la façon dont tu l'utilises. Tu la contrôles, ou elle te consume. Il n'y a pas de juste milieu. La technologie peut être l'outil le plus puissant pour ton développement ou la distraction la plus destructrice si tu ne sais pas lui imposer des limites. Nous vivons dans un monde hyper connecté et en même temps déconnecté de l'essentiel. Nous passons des heures à faire défiler des écrans, à sauter d'une application à une autre, pris dans des cycles de notifications, de messages et de contenus sans profondeur. Nous nous sommes habitués à vivre avec une attention fragmentée et ensuite nous nous demandons pourquoi nous avons du mal à nous concentrer, pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi nous terminons la journée sans avoir fait quoi que ce soit d'important. La réponse est dans cet appareil que tu portes dans ta poche toute la journée et qui, si tu ne le contrôles pas, devient ton geôlier numérique. Les stoïciens parlaient de prendre soin de l'esprit comme du bien le plus sacré. Marc Aurèle a écrit que nous devons protéger notre pensée la plus intime du bruit extérieur. Aujourd'hui, ce bruit ne vient pas seulement de la rue, il vient de chaque appareil que nous consultons compulsivement. Et bien que la technologie ait le pouvoir de t'informer, de te connecter et de t'aider à grandir, elle peut aussi te remplir d'anxiété, de dépendance, de comparaison constante et de perte de temps. Elle n'est pas mauvaise en soi. Ce qui la rend ennemie, c'est l'utilisation inconsciente que tu en fais. Fais un bilan réaliste. Combien de fois vérifies-tu ton téléphone sans en avoir besoin? Combien de notifications interrompent ta concentration? Combien d'heures par jour consommes-tu du contenu qui ne te construit pas? Combien de temps consacres-tu à ce qui est superficiel et combien à ce qui est important? Si tu ne mets pas de règles, la technologie ne prendra pas soin de toi. Sa conception est faite pour te piéger. Ton attention est le produit. Et si tu ne la protèges pas, on te la prend. Commence par redessiner ton environnement numérique. Supprime les applications que tu n'utilises pas. Mute les notifications qui ne sont pas urgentes. Utilise le mode « Ne pas déranger » lorsque tu as besoin de travailler. Programme ta journée avec des espaces libres d'écran. Désactive les alertes qui volent ton focus. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde tout le temps. Tu n'es pas né pour répondre aux messages. Tu es né pour créer, pour penser, pour avancer. Utilise la technologie comme un outil, pas comme une béquille émotionnelle. Choisis également avec intention le contenu que tu consommes. Remplis tes réseaux d'idées qui te poussent, pas qui te distraient. Suis des personnes qui partagent une valeur réelle, pas seulement du divertissement vide. Utilise le pouvoir de l'information à ton avantage. Écoute des audios qui t'inspirent, regarde des vidéos qui te défient, cherche la connaissance au lieu de la dopamine rapide. La différence entre stagner ou grandir est souvent dans ce que tu choisis de voir pendant ces moments libres qui semblent inoffensifs. Et si tu sens que tu es trop pris, déconnecte-toi complètement pendant quelques heures par jour. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la survie mentale. Ce n'est que lorsque le bruit diminue que l'esprit pense clairement. Ce n'est que lorsque tu laisses de l'espace que tu peux créer quelque chose de vrai. La technologie doit être une extension de ton but, pas une distraction constante. Prends le contrôle maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Car celui qui maîtrise son environnement numérique maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit peut construire n'importe quoi. La technologie n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. Mais c'est à toi de décider si tu l'utilises pour te construire ou pour te détruire en silence, tous les jours, sans t'en rendre compte.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.